Les potos, mais alors rien à voir. Rapidement, mais je suis en colère. Tu sais, j'ai un fils, il est petit. C'est un amour, il est plutôt mignon, tu connais, c'est mon fils. En ce moment, il est malade, il a une bronchiolite. C'est pour toi, une bronchiolite, c'est pas grand chose. Mais pour un enfant, une bronchiolite, ça peut être une galère. Et là, c'est la deuxième fois qu'il chope une bronchiolite en quelques mois. Sauf que poto, tu sais, il y a un vaccin pour la bronchiolite. Que t'as le choix de faire à ton enfant ou non en tant que parent. Un autre, c'est vu qu'on considère qu'on n'est plus au Moyen-Âge. On voulait lui faire ce vaccin. À la base, c'était les pédiatres qui faisaient les vaccins. Mais tu sais pour qui ils les ont réservés? Alors que je te le répète, mais ça peut être dangereux pour un petit. Aujourd'hui, il y a que les hôpitaux qui ont les vaccins pour la bronchiolite. Donc en fait, dans mon pays que j'aime, on est teubé. Parce que quand il est malade, on peut pas lui faire de vaccin. Parce qu'à l'hôpital, ils font pas non plus le vaccin si tu leur demandes, ou alors faut être un privilégié. Mais alors ils servent à quoi les vaccins, vos grands-mères les saumons? Je suis en colère, poto. Parce qu'encore une fois, dans mon pays que j'aime, on préfère serrer les fesses une fois que la pêche elle est sortie. Je suis juste un père de famille. Mais à mon échelle, constate beaucoup trop souvent qu'on attend que ce soit grave avant d'agir. Alors qu'on a ce qu'on appelle la précaution. Et qu'on est censé être un pays avancé. Bref, je sais pas trop pourquoi je te dis ça là. Bon, j'avais juste besoin d'extérioriser. Vas-y, on avance. Les potos, comment ça va? Bon, je te le dis ici et maintenant, mon manga préféré de 2023, c'est Hell's Paradise. Donc forcément, pour entamer cette nouvelle année, j'avais envie de te faire une vidéo là-dessus. Un classement par puissance, tout ce qu'il y a de plus basique. On va pas se mentir, tout le monde aime ça. Mais pas un classement général, parce que déjà c'est difficile de comparer les Tencent aux samouraïs ou aux prisonniers. Et en plus, parce que même si j'en ai pas l'air, je suis un petit peu malin. Et donc, si cette vidéo elle te plaît, je me laisse d'autres classements sous le coude. Du coup, aujourd'hui, on commence par le classement des condamnés, donc on va parler uniquement des condamnés. Et mon poteau, on y va. Bon, mon poteau, il faut quand même que je te prévienne de deux choses. La première, c'est qu'on est sur un top 6. Malgré le fait qu'il y ait 10 condamnés à mort qui débarquent sur l'île, il y en a 4 parmi eux dont on ne peut pas prendre en compte la puissance. Tout simplement parce qu'ils meurent littéralement dans les 5 premières minutes. Du manga ou de l'anime, je précise. Parce que la temporalité est un peu spéciale dans Hell's Paradise. Autrement dit, mention spéciale tout d'abord à Yagamino Keiyun. Dit entre guillemets le grand chasseur qui s'est littéralement fait froisser par Gabimaru. Alors que ce dernier avait les mains attachées. Bon, mention spéciale également à Orubo, dit le moine tueur, qui s'est fait Grégor légénisé par Shobeaza assez rapidement également. Akaginu, la courtisane cannibale, c'est quant à elle fait découper par Shion, ainsi que Makiyamoro qui lui s'est fait avoir par Yuzuria. Maintenant qu'on a fini de parler de ses pignoufs, la deuxième chose que tu dois savoir mon poteau, c'est que forcément ça va spoiler un petit peu. Vu que le manga est fini et si je dois parler de chaque individu restant, tu dois forcément prendre en compte la globalité de l'œuvre. Et maintenant que t'es au courant des règles du jeu, je vais pouvoir commencer avec le condamné qui se trouve à la 6ème place, qui est plutôt, devrais-je dire, une condamnée, soit Nurugai. Et d'ailleurs, soit dit en passant, injustement condamné. Ça n'a pas d'importance, mais je le dis quand même pour commencer à signifier la diversité des personnages dans cette œuvre. Selon moi, Nurugai est à la 6ème place de ce classement tout simplement parce que parmi les condamnés restants, c'est la seule qui n'a pas de capacité propre. Bien entendu, ça veut pas dire qu'elle est faible. Elle est notamment extrêmement agile. Et malgré le fait qu'elle devienne l'élève de Shion Yamada Asaemon, on se rend compte au premier coup d'œil, et oui, c'est une ref à mon personnage préféré de cette œuvre, qu'elle ne fait absolument pas le poids face aux 5 condamnés qui la devancent. Ceci étant dit, on peut donc rapidement passer à la suite. Et alors enchaîner avec le 5ème condamné à mort le plus fort selon moi. On aurait sûrement tendance à placer Rokurota bien plus haut dans ce classement, notamment parce qu'il dispose d'une force brute extraordinaire ainsi que d'une résistance à toute épreuve. Mais comme je te l'ai dit précédemment mon poteau, dans ce top je prends en compte l'ensemble du manga. Et le fait est que le Daidaraboshi de Bizen s'est fait éliminer relativement rapidement dans cette aventure. En revanche, au moment du débarquement sur l'île, c'était certainement l'un des plus forts en dehors des Tencent. Il a quand même fallu que Sagiri et Gabimaru combattent ensemble pour l'éliminer. Et avant ça mon poteau, et même s'il les a pris par surprise, il a tout bonnement détruit d'une calotte chacun le premier 8ème exécuteur de l'école du coup unique. N'oublions pas que si Eizen Yamada Asaemon, premier exécuteur de la famille, a jugé qu'il devait accompagner Rokurota, c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'il avait jugé que c'était ce dernier le plus dangereux parmi les condamnés. À tort ou à raison, on verra ça un peu plus tard, mais on ne peut négliger la puissance de ce monstre. Mais comme je te le disais un peu plus tôt, s'il se trouve à la 5ème place, c'est tout simplement parce que plus les survivants combattent sur cette île de tous les dangers, plus ils deviennent puissants. Pour parler plus clairement, le Gabimaru de la fin de l'œuvre le masse absolument tous les jours. Donc même si je le vois quand même au-dessus de Nurugai pour les raisons que je t'ai données quand je parlais de cette dernière, pour moi il est impossible de penser qu'il puisse faire face aux autres condamnés qui ont eux affronté les Tencent. À la 4ème place de ce classement, j'ai décidé de mettre le boug avec le nom le plus compliqué à prononcer sa grand-mère, mais je vais quand même essayer. Gantetsusa Itamiya. Oh, en fait, ça va. Typiquement, lui, avec sa force et sa technique de sabre, tel qu'il est au vu de l'expérience qu'il prend au fil du manga, il peut largement piège détacher Iseru Kurota selon moi. Sans trop te spoiler, si t'es un lien anime, tu verras des exploits de ce type, il en fait quelques-uns un peu plus tard. À noter également que parmi les humains, il fait largement partie des plus résistants. Malgré le fait qu'il soit absolument teubé, en combat, il a un instinct extrêmement développé. Comme lorsqu'il lui faut seulement très peu de temps pour se couper
couper la main, sentant le danger de la piqûre du papillon, bien lorsqu'il s'arrache un œil afin de miser sur ses autres sens pour voir le Tao de l'ennemi. Preuve soit dit en passant qu'il est teubé parce qu'il aurait tout simplement pu fermer l'œil. Sa grosse tête. En revanche, parmi ceux qui restent, c'est celui qui exploite le moins bien le Tao, et il a quand même ce gros défaut de miser quasiment uniquement sur sa force. Malgré tout, il reste un élément important dans les combats à venir. C'est l'un des seuls, avec Sagiri notamment, qui a une soif de devenir encore plus fort, et on est donc obligé de le respecter malgré le fait qu'il ait deux neurones qui se touchent. La condamnée que moi je mets à la 3ème place de ce classement et qu'on aurait peut-être tendance à sous-évaluer, nul autre que la Kunoichi Keishu no Yuzuriha. Je le dis comme ça, j'aime beaucoup ce personnage. C'est pas pour autant que je la surestime, en tout cas je pense pas. Quoi qu'il en soit, mon poteau, je vais te donner mes arguments, mais n'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que toi tu l'aurais mis. Déjà, elle a une capacité d'analyse largement au-delà de la moyenne. On le voit notamment lorsqu'elle comprend très rapidement le plan de Sagiri et Gabimaru contre Rokurota, avant même Sentai Yamada Saemon. Alors qu'on le sait, le bug est quand même relativement intelligent. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, Santa c'est le 5e exécuteur. Le 5e. Et selon moi, t'es pas assez choqué. En fait, ce que je comprends pas, c'est que le poteau Yushikaku, il a attendu le chapitre 37 pour nous montrer son grade. Soit quasiment la fin de la saison 1. Avant ça, il entretenait le mystère. Donc moi, naïvement, je pensais que c'était le 2e exécuteur. Et le cousin, là, il est même pas si fort que ça. Enfin, ça, on le verra si jamais vous voulez que je fasse un classement des exécuteurs de la famille Yamada Asaemon. Mais revenons-en à notre narre. Yuzuriha, quand elle a débarqué sur l'île, elle était déjà en capacité de voir le Tao. Ce qui est, je te le dis, d'ores et déjà exceptionnel. Elle a développé ce sens-là grâce à sa formation en tant que Kunoichi. Grâce à ses nombreuses techniques et à son sens du combat, elle peut faire face à n'importe quel adversaire. Elle a évidemment une maîtrise des kunai très intéressante, et donc elle est capable de se battre aussi bien en combat rapproché qu'en combat à distance. Un peu plus tard dans le manga, elle sera même capable d'injecter du Tao dans ses armes, chose que Gantetsusai n'est pas capable de faire. C'est également celle avec Gabimaru qui a affronté le plus de Tensen. Elle a joué un rôle primordial dans son combat contre l'un des Tensen les plus puissants. Et même si son unique but est de survivre, elle reste l'une des combattantes les plus fiables, ayant mis sa vie en jeu de nombreuses fois. En conclusion, et si on enlève les deux monstres qui sont devant elle, qui n'ont quasiment plus rien d'humain par la suite, Yuzuriha est selon moi la condamnée la plus puissante. En 2e place, et franchement les deux premiers étaient très difficiles à départager, j'ai choisi de mettre le roi des brigands Shobeaza. Avant de t'expliquer pourquoi il est pas premier, je vais commencer par t'expliquer pourquoi il est 2e. Déjà tu le sais, si t'as fini le manga, c'était clairement pas une blague quand je disais que c'était plus un homme. Il a dépassé cette condition et donc plus tard dans le manga il se rapproche plus d'un Tensen que d'un humain. Il a la capacité de se régénérer quasiment entièrement et a donc pour point faible, à l'instar des Tensen, son tandem. Mais s'il en est arrivé à là, c'est déjà qu'au départ il était fort. Lorsque Jufa l'a littéralement froissé et jeté dans son trou, le bug n'a pas seulement survécu. Certaines racines se sont infiltrées dans son corps et donc le Tan qu'il a reçu aurait dû le transformer en fleur. C'était évidemment sans compter sur la puissance et la détermination de Shobeaza, vu que ce dernier a réussi à s'imprégner du Tan qui a traversé son corps afin d'évoluer, au point d'intriguer et d'impressionner le chef des Tensen. Mais cette petite aventure là lui a pas seulement donné plus de force, plus de résistance ainsi qu'une régénération totalement broken. Non, le bug il a aussi développé une sorte d'évolution proche du Kishikai des Tensen, lui permettant notamment d'utiliser des sortes de racines ou de lianes en prolongement de son corps. Et donc même s'il lui faut du temps pour maîtriser réellement cette forme-là, le fait est que Shobeaza il joue totalement dans une autre catégorie par rapport à ceux cités avant. Et au milieu de tout ça, il y a quand même un gars qui est largement capable de lui faire face. Tu l'auras compris parce qu'il reste que lui en première place, c'est évidemment Gabimaru. Alors que ce soit clair mon poteau, c'est pas parce que c'est disons le protagoniste de l'œuvre qu'il est le condamné le plus puissant, mais c'est sans doute parce que c'est l'un ou le personnage principal de l'œuvre que Yushikaku l'a rendu totalement broken. Au-delà de toutes les techniques de son clan, Gabimaru c'est tout simplement un prodige. Non seulement il a appris très rapidement à percevoir le Tao, mais il a également appris en très peu de temps à l'utiliser. À l'instar de Shobeaza, il a une détermination sans faille, prêt absolument à tout pour rentrer retrouver sa femme. Il a une capacité d'analyse hors norme, capable de percevoir avec exactitude quelle est la puissance de ses ennemis et de ses alliés, mais également de s'adapter en fonction de son adversaire, pouvant également combattre au corps à corps ou à distance. Au fil du manga, il devient également capable de se régénérer, ayant assimilé du Tan volontairement afin de se renforcer. Preuve une nouvelle fois de sa détermination. Là où Shobe s'est adapté sans avoir réellement le choix, Gabimaru lui a décidé de mettre son corps en danger pour atteindre un nouveau pouvoir. Il y a deux choses notamment qui m'incitent à le mettre devant le roi des brigands. La première, c'est tout simplement leur combat, pendant lequel ils ont fait quasiment jeu égal, mais alors même que Gabimaru était affaibli, notamment à cause de sa perte de mémoire, et donc via le fait qu'il soit incapable à ce moment-là d'utiliser son Tao, prenant en compte également le fait que Shobe avait commencé sa transformation. La deuxième raison, la plus rationnelle et donc la plus évidente, le Tao de Shobeaza tire du métal, alors que celui de Gabimaru est du feu. Et donc très simplement, Gabimaru a l'avantage sur Shobe.
Mon poteau, si t'es encore là à ce moment de la vidéo, c'est soit que tu m'aimes bien, soit que le sujet t'intéresse. L'un dans l'autre, et notamment si t'as envie de voir plus de vidéos sur Hell's Paradise, je t'invite à aider la chaîne. Notamment en t'abonnant, en likant ou en commentant, tu connais les bails. L'algo de YouTube me fait pas de cadeau, mon poteau, si tu me soutiens pas un minimum. Tu sais ce que t'as à faire, libre à toi. Franchement, tu l'as compris, j'aime beaucoup cette œuvre. Évidemment, elle est loin d'être parfaite. Il y a quelques défauts selon moi dont je pourrais très bien te parler un jour. Mais l'histoire est prenante, le message est intéressant et il y a multitude de personnages très bien développés. Très clairement, la notion de bien ou de mal, elle existe que très rarement dans cette œuvre. Et même s'ils inventent rien, c'est quand même très intéressant de suivre un personnage qui incarne le mal sans être foncièrement mauvais. D'autant plus avec qu'un objectif entre guillemets basique de retrouver sa femme. Finalement, Gabimaru, il incarne le fait que les choses simples de la vie sont les plus importantes. À vous de me dire les potos, mais j'espère avoir de nouveau l'occasion de vous parler de ce manga. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 神が破れるはずがない立てよ時田を